l'atelier Perfectionner votre CV et votre profil LinkedIn, présenté dans le cadre. Alors, bonjour à tous et à toutes. Mon nom est Alexandre Guertin-Pasquier. Je suis responsable du programme de développement et de rayonnement de la relève chez Ivado. Il me fait très plaisir de vous présenter aujourd'hui l'atelier Perfectionner votre CV et votre profil LinkedIn, présenté dans le cadre de la foire aux stages et emplois d'Ivado qui aura lieu donc le 21 septembre prochain, donc la semaine prochaine. On a la chance d'avoir aujourd'hui Hélène Pelletier, qui est conseillère en développement professionnel à l'Université de Sherbrooke, pour vous présenter ce premier atelier d'une série de 2 pour aujourd'hui. Donc, perfectionner votre CV et votre profil LinkedIn, qui sera suivi ensuite par l'atelier Préparer son entrevue avec un employeur en IA, donné par Claude Martel, qui aura lieu à partir de 11h. Vous avez le lien en bas de votre écran en ce moment, là, avec le lien vers le prochain atelier. Simplement vous signaler que la foire au stage aura donc lieu le 21 septembre de 10h à 15h au pavillon La Sonde de Polytechnique Montréal. Et lors de cet événement-là, il y aura plusieurs petits ateliers qui seront également donnés sur place, dont une version éclair de l'atelier d'Hélène Pelletier et de Claude Martel, que vous verrez en version longue aujourd'hui, et aussi un atelier en fin de journée qui sera sur l'entrepreneuriat étudiant. Donc, sans plus tarder, je passe la parole donc à Hélène Pelletier. Bonjour Hélène. Bonjour, merci Alexandre pour la présentation. Alors, enchantée. Au fait, j'espère que vous allez bien. Puis, je suis vraiment enchantée de vous présenter aujourd'hui quelques conseils sur le CV et sur LinkedIn. Pour monter cette présentation-là, j'ai rencontré plusieurs professionnels et étudiants gradués qui travaillent maintenant dans le domaine des sciences artificielles et sciences des données pour justement vous donner un atelier au bout du jour. Je suis quelqu'un qui parle assez vite. Si vous avez pris votre café, ça va bien aller. Je vais essayer de quand même articuler puis vous rendre la tâche facile. Puis, au fait, le PowerPoint va vous être affiché là, dans le chat. Fait, dans le fond, si vous avez des questions, vous voulez retourner sur l'information parce que j'ai mis beaucoup d'informations dans le PowerPoint. Mais dans le fond, aujourd'hui, je vais vous dire sur quoi focuser. Mais dans le fond, après ça, vous pourrez revoir le PowerPoint après. Puis, ce que j'ai compris, ça va être enregistré et disponible aussi. Donc, ça me fait plaisir de pouvoir vous aider davantage. Donc, c'est des conseils que je vous donne. Je suis ouverte aux commentaires, à la rétroaction, aux questions. Vous savez que le domaine est vraiment en mouvance. Donc, l'idée de base, c'est vraiment essayer de vous conseiller le mieux possible par rapport à votre carrière. Donc, on commence sans plus tarder avec quelques informations pour comprendre le marché du travail en sciences des données, puis vous positionner par rapport au poste offert. Au départ, ce que vous saviez probablement déjà, c'est que les personnes de ressources humaines, donc les personnes recruteuses, ils travaillent avec un système de gestion de candidature qui s'appelle souvent ATS, qui veut dire Application Tracking System. Et dans le fond, quand on écrit un CV, on veut justement que notre CV passe le filtre des personnes recruteuses. Donc, automatiquement, les conseils que je vous donne, c'est justement pour pouvoir avoir plus d'entrevues et passer ce filtre-là. Donc, je commence tout de suite avec cette diapo-là. Donc, je vais aussi vous dire que pour faire cette présentation-là, je suis allée m'informer aussi avec Technocompétences, qui est le comité sectoriel d'éthique, et ils ont fait vraiment un très, très beau rapport d'une centaine de pages sur toutes les professions dans le domaine, dont, si vous n'avez pas beaucoup de temps, allez commencer par la page 46 où on décrit vraiment les postes. En tout cas, bref, l'idée de base, c'est de vous dire que l'information que je vous donne aujourd'hui vient de plusieurs recherches et, comme on a dit tout à l'heure, le secteur est en mouvance. Donc, voilà, il faut s'attendre à ce qu'on doit s'adapter d'année en année par rapport au marché. Sinon, ma première question pour vous, ce serait pour qui vous voulez travailler. L'idée de base, c'est que dans le domaine, il y a beaucoup de types d'entreprises. Donc, les entreprises qui ont une expertise haute en intelligence artificielle sont souvent les entreprises que leur raison d'être en tant que telle, c'est les données. Donc, on pourrait parler des Amazon et des Netflix de ce monde. Donc, dans votre questionnement par rapport à où vous voulez travailler puis comment faire votre CV, il faudrait se poser la question, dans quelle entreprise je postule? Et aussi les champs de recherche qui sont assez avancés dans tout ce qui est IA, donc intelligence artificielle, sciences des données, que je vais utiliser comme terme qui vaut un petit peu ici pour les raisons d'un atelier. Sinon, toutes les autres entreprises, donc les Bombardier et les supposons, TELUS et ou Ubisoft de ce monde, qui leur raison d'être n'est pas nécessairement les données, mais construire des avions, par exemple, ont des expertises variables et la façon dont sont structurés leur département
Ça dépend de l'investissement des gestionnaires qui ont fait par rapport à leurs données. Donc, souvent centralisé, c'est-à-dire que vous pourriez travailler dans un département où vous êtes comme un poisson dans l'océan, où toutes les autres personnes ont étudié aussi en sciences des données et leur intérêt, c'est principalement ça. Donc, vous êtes épaulé par plusieurs personnes, vous partagez beaucoup d'informations du même domaine. Donc, par exemple, un département qui va faire affaire avec toutes les demandes, supposons, du département marketing, comptabilité, finance, etc., pardon, et ressources humaines. Ou décentralisé, c'est-à-dire qu'une personne, par exemple, des sciences des données, travaille dans le département des ressources humaines seulement et agit comme un requin dans un aquarium, autrement dit, la personne qui possède l'information, possède les connaissances par rapport aux sciences des données et va gérer les demandes et les attentes de tout le reste de l'équipe. Et évidemment, des entreprises qui font hybride, donc par exemple, un groupe centralisé pour toutes les demandes en marketing et une personne seulement en ressources humaines. Les exemples, dans le fond, l'idée de base, c'est de poser les questions lors de l'entrevue. Hein? Dans le fond, pour savoir qu'est-ce qui se passe, à quoi on s'attend, etc., tout ça. Grosso modo, votre CV peut être englober plus d'informations, mais ça vous donne quand même une idée. Cabinet de consultation, souvent, j'avais des étudiants par le passé et maintenant aussi qui disent « Ah, mais je travaille en consultation, comme ça, je vais pouvoir travailler avec des entreprises d'expertise haute en intelligence artificielle. » Dans le fond, c'est pas tout à fait le cas. Les cabinets de consultation, en général, ils viennent en aide aux entreprises qui ont des expertises variables. Et souvent, il faut faire un mandat clé en main où est-ce qu'on regarde de façon globale la situation en sciences des données de l'entreprise. Donc, c'est juste un petit peu différent que ce qu'on peut être un peu concevoir comme idée quand on parle de cabinet de consultation par rapport au domaine des sciences des données. Bon, donc, si on regarde les postes, encore là, je me fie au document de technocompétences, la description des offres d'emploi. Souvent, c'était un peu compliqué parce qu'on regarde, il y a différents titres, puis souvent, les titres sont un peu galvaudés ou utilisés à plusieurs sources. Puis, comme je dis, c'est de se retrouver. Grosso modo, les professionnels techniques en intelligence artificielle sont les ingénieurs en apprentissage automatique ou les ingénieurs en NLP ou les ingénieurs en Machine Vision. C'est pas ça veut dire Machine Vision. L'idée de base, c'est de voir que il y a des professionnels qui travaillent vraiment dans la science des données ou l'intelligence artificielle, puis il y a d'autres professionnels que c'est des professionnels plus d'interface, c'est-à-dire qu'ils vont intégrer les IA dans l'infrastructure organisationnelle. Donc, on a comme un petit peu deux penchants dans les postes qu'on voit, même si des fois, on voit ce que scientifique des données peut être un peu mis partout. L'idée de base, c'est de voir que les termes sont un peu utilisés de différentes façons. Mais en général, ce qu'on devrait voir, c'est que les professionnels en technique AI ou IA, c'est des personnes qui vont travailler du côté plus mathématique, optimisation des modèles, orienté solution, donc orienté solution automatique en intelligence artificielle versus les personnes qui sont dans les deux autres secteurs, plutôt information et infrastructure, et les personnes ici, analystes de données et ou analystes en intelligence artificielle, c'est des personnes qui sont plus spécialisées business, c'est-à-dire une personne qui vient du marketing, une personne qui vient de l'ingénierie, et qui va s'assurer qu'on va répondre aux besoins de l'employeur, puis on va répondre aux enjeux d'affaires, qui va être capable de comprendre les insights, et plus le côté business intelligence, par exemple. Fait que ça vous donne une petite idée. Quoi qu'il en soit, c'est pas parfait. L'idée de base, c'est de poser des questions à l'entrevue. Ça, c'est un diagramme de Venn que m'a montré un professeur quand j'ai commencé à guider les étudiants en 2016 en intelligence artificielle et en sciences des données pour m'expliquer que, dans le fond, le perfect data scientist, c'est une personne qui est capable d'être à la croisée des chemins de tout ce qui est communication, statistiques mathématiques, modélisation et programmation. Et tout ce qui est business, ça pourrait être autre chose que business, ça peut être n'importe quelle expertise, soit en ingénierie, en santé, en art. Mais l'idée de base de voir que dans le fond, c'est ces 4 éléments-là qu'on retrouve le plus souvent dans les besoins des entreprises. Donc, le CV va être un peu fait par rapport à répondre à ces besoins-là. Voilà. Je reviens à la même idée de base. Donc, poser des questions à l'entrevue pour justement aller plus loin. Ça se peut que votre CV soit fait de façon générale, mais quand vous envoyez votre CV et vous avez une entrevue, à l'entrevue, posez des questions pour justement avoir plus d'informations sur qu'est-ce qui se passe dans l'entreprise pour faire le bon choix par rapport à vos objectifs de professionnels. Voilà. Fait que j'espère que vous me suivez toujours. Dans le fond, j'ai comme 5 conseils à vous donner. Je sais que vous savez comment écrire déjà un CV professionnel. Mon objectif, vraiment, c'est de voir les 5 choses qu'il ne faut vraiment pas oublier dans un CV en intelligence artificielle sciences des données. Le premier, c'est le sommaire. Je vais montrer le deuxième après ça, c'est tous les outils technologiques informatiques, comment les écrire. Le troisième, mon troisième conseil, c'est les réalisations. Le quatrième, ça va être les projets universitaires, puis le cinquième, donc le portfolio.
Donc, je vous amène à travers ça. Le premier prendra beaucoup plus de temps que les autres. Inquiétez-vous pas, ça va bien aller. Fait que, un sommaire. Un sommaire, c'est quoi? Un sommaire, dans le fond, c'est la première partie de votre CV. Ça va prendre le quart ou le cinquième d'un CV d'une page ou deux pages. L'idée de base, c'est que c'est votre vente, c'est votre vitrine. C'est comme la croissanterie. Puis à l'intérieur, après ça, quelle sorte de croissant qu'on vend. Donc, c'est 4 ou 5 énoncés. C'est souvent composé de votre titre, expérience ou aspiration, vos intérêts. Ensuite, vos compétences. Ensuite, vos connaissances. Ensuite, vos qualités professionnelles ou autres informations que vous trouvez intéressantes. Dans le fond, c'est très, très important de faire un sommaire parce que ça vous permet de vous positionner par rapport à l'offre. Ensuite de ça, bien évidemment, le reste, c'est la preuve. Donc, on rentre dans la croissanterie et là, on a toutes les sortes de croissants possibles. Fait que là, dans le fond, l'idée de base, c'est qu'ici, on prouve qu'est-ce qu'on a donné en vitrine. Et évidemment, on va utiliser, comme on a dit tout à l'heure, tout ce qui est communication, statistiques, mathématiques, programmation, modélisation et le côté business ou expertise ou intérêt qu'on veut mettre de l'avant, justement, pour pouvoir séduire l'employeur puis avoir l'entrevue. Donc, je vous reviens ici en vous disant où est-ce qu'on est rendu. Donc, vous avez juste à suivre ici. Si jamais vous posez la question où est-ce qu'on est rendu, vous avez le suivi en bas. Donc, un sommaire, pourquoi? Ben oui, un sommaire, ça prend un peu plus de temps à composer, mais ça vaut vraiment la peine. La plupart des étudiants avec qui j'écris un sommaire ont fini par avoir plus d'entrevues. Donc, pour les étudiants du bac ou de la maîtrise, ça leur permet de promouvoir leurs compétences, leurs connaissances, leurs intérêts, parce qu'ils n'ont pas encore d'expérience souvent. Donc, c'est justement une façon, une place facile où est-ce qu'on écrit ce qu'on est capable de faire pour l'employeur. Si on est au doctorat, donc vulgariser l'information puis transférer ce qu'on peut faire pour l'entreprise. Donc, ça permet justement de communiquer directement avec les recruteurs ou les gestionnaires, qu'est-ce qu'on peut faire pour eux. Puis, bien, pour un professionnel qui est en changement de carrière, par exemple, ou tout autre, même un professionnel pas en changement de carrière, ça permet de parler de plus de ses aspirations puis qu'est-ce qu'il souhaite faire. Donc, automatiquement, bien, à chaque fois qu'on fait un profil ou un sommaire, ça s'écrit pareil, un profil sommaire, c'est un peu la même chose, ça nous permet de passer le fil de système ATS très facilement. Premier objectif. Le deuxième, répondre aux besoins des RH, c'est-à-dire de l'employeur. Souvent, c'est comme ça que les personnes recruteuses peuvent automatiquement voir si on comble au moins les besoins du poste. Et pour le gestionnaire, c'est-à-dire résoudre, ou la gestionnaire, résoudre les problèmes liés à l'industrie, la technologie, les méthodologies, le contexte, donc aller plus loin. Donc, on peut résumer tout ça dans un sommaire. Et je vais vous montrer comment faire. Avant ça, la première question que j'ai par rapport aux étudiants, de la part des étudiants, c'est j'ai pas d'expérience. Fait que, évidemment, c'est facile. Si j'avais l'expérience, 15 ans d'expérience en modélisation prédictive, blablabla, très facile à écrire. Si j'en ai pas, ou j'ai fait un stage ou un projet supervisé, par exemple, là, je pourrais marquer quand même expérience parce que c'est un 3 ou 4 mois, etc., tout ça. Donc, expérience en modélisation prédictive, etc. Mais si on n'en a pas, on peut marquer compétences en modélisation prédictive. Donc, quand est-ce que je peux marquer compétences? C'est souvent quand on a fait un projet universitaire où un professeur, par exemple, a récupéré un jeu de données d'Hydro-Québec, par exemple, puis on a pu justement mettre à l'épreuve nos compétences puis aller un petit peu plus loin. Ça peut être aussi des recherches ou d'autres projets autodidactes. On peut écrire capacité ou connaissance, justement dans le contexte où est-ce qu'on a appris dans un cours théorique quelque chose et ou pour autodidacte, fait qu'on est capable, on a les connaissances à faire ça. Et intérêt, ça pourrait être intérêt pour le secteur aérospatial ou intérêt pour le secteur des jeux vidéo, justement pour essayer d'aller, justement pour aller justement dans le domaine. Alors, je vous montre deux personas, donc deux personnes pour justement vous donner des modèles. Maintenant, dans les modèles que je vous donne, il y a beaucoup de mots décrits. L'idée de base, c'est juste de suivre mon curseur pour voir qu'est-ce qu'il y en est. Puis ensuite de ça, vous pourrez le relire à tête reposée. Là, l'idée de base, c'était de vous donner un exemple, mais sans justement vous en mettre trop. Mais je voulais vous donner l'information. Alors, allons-y. Voilà. Alors, mon premier exemple, c'est une analyse de données sans expérience. Donc, par exemple, prenons Kim, qui est une étudiante qui a étudié en baccalauréat en marketing et qui fait une maîtrise maintenant en sciences des données. Donc, Kim, elle s'intéresse au marketing et aux jeux vidéo. Donc, automatiquement, elle va se positionner avec une première partie dans son profil où est-ce qu'elle va marquer le titre auquel elle aspire. Donc, aspirante analyse de données. Donc, les personnes ressources humaines, automatiquement, peuvent voir, OK, est-ce que cette personne-là, elle est un fit par rapport au poste. Puis, ensuite de ça, ce que vous voyez en vert, c'est l'industrie ou l'intérêt. Donc, justement, se positionner par rapport à l'industrie. Ça vous donne une idée de comment on peut commencer un profil dans le domaine des sciences de données.
Ensuite de ça, donc les termes qu'on a utilisés tout à l'heure, donc aspirant, grand intérêt, etc. Ensuite de ça, tout le côté modélisation, programmation, statistiques, mathématiques, des compétences. Donc, Kim ici n'a pas d'expérience, mais elle a fait plusieurs projets dans ses cours. Donc, compétences en sciences de données et qu'est-ce qu'elle est capable de faire. Ensuite de ça, connaissance des affaires, donc son expertise. Avec le bac en marketing, beaucoup de connaissances différentes, donc pas des choses qu'elle a nécessairement mis en pratique, mais elle a ces connaissances-là. Donc, on est encore dans le processus de séduction d'employeur en disant, tu sais, je vais être capable de travailler dans ce domaine-là et voici mes connaissances que j'ai. Donc, connaissances plutôt théoriques. Et ensuite, tout ce qui est communication ou data visualisation, donc tout le côté dashboarding, ou bien design visuel, ou bien outils pour justement convaincre les gestionnaires à faire telle ou telle action en communication ou en marketing, c'est le côté esprit collaboratif, excellence d'attitude en communication, donc la capacité à faire ci ou à faire ça. Fait que ça vous donne une idée un petit peu de voir comment on peut monter en 4 phrases, 4 énoncés, un profil pour justement séduire l'employeur à avoir une entrevue et montrer qu'on est intéressé au domaine. Maintenant, tout ce qui est en vert, c'est du domaine du jeu de vidéo. Donc, si jamais Kim décide de travailler dans le domaine aérospatial, elle peut changer puis marquer juste ces morceaux-là pour un CV puis l'envoyer à des entreprises en aérospatial. L'idée de base, c'est de voir qu'on fait un CV qui est une base, puis ensuite de ça, on peut jouer avec des thèmes pour pouvoir séduire différents employeurs. Ça va pour ça? OK, je vous passe au prochain. Donc, ici, on aurait Antoine. Antoine pourrait venir peut-être d'un baccalauréat en génie et faire une maîtrise ou un doctorat, dépendamment de la situation, avec un intérêt pour les énergies renouvelables et tout ce qui est efficacité, etc., tout ça. Alors, donc, ici, le titre, donc scientifique de données avec 3 ans d'expérience. Donc, automatiquement, ici, on peut aller directement avec le titre et les années d'expérience et, les autres titres que la personne a eus par le passé. Et ensuite de ça, aller dans le côté vert, c'est-à-dire le côté où est-ce qu'on peut mettre différentes sauces à notre profil et aussi parler des processus ou des méthodologies utilisées lors de son travail. Donc, il y a cette option-là. Sinon, modélisation, programmation, statistiques et mathématiques, l'idée de base, c'est de voir qu'est-ce qu'on peut faire à ce niveau-là, comment on peut se promouvoir. Puis là, ici, expérience en modélisation et apprentissage automatique. Donc, puis je vais rondement avec les autres. Donc, compétences en exploration de données et tout ce qui est en vert et plus dans le domaine de l'efficacité énergétique et énergie renouvelable ici, pour vous donner une idée qu'on peut justement s'approcher du poste dans lequel on va travailler. Voilà. Donc, ça vous donne 2 idées de comment construire un profil pour le début d'un CV. Donc, la prochaine partie va être vraiment plus simple, mais j'avoue que les sommaires, c'est un peu plus crunchy à composer au départ, mais super intéressant. Puis, les entrevues sont tellement plus faciles après parce que souvent, on peut avoir un appel 1 semaine, 2 semaines, 1 mois après qu'on a envoyé un CV, puis là, on se dit qu'est-ce qu'ils vont me poser comme question, qu'est-ce que j'ai envoyé comme CV. Fait que déjà, au départ, si on relit notre CV, on sait qu'on a fait notre CV par rapport au poste. Donc, juste la relecture de notre CV, vous dites oui, c'est le poste à Hydro-Québec pour la gestion énergétique et l'énergie renouvelable. Donc, je me souviens qu'est-ce que je leur ai dit avec cette approche-là. Donc, ça facilite notre recherche d'emploi et nos entrevues. Quand vous allez voir les postes affichés, vous allez voir, il y a tellement de mots-clés dans toutes les offres d'emploi. L'idée de base, c'est encore une fois, passer au système ATS. Donc, on ne voudrait pas avoir les 150 mots qui sont ici dans votre CV parce que des fois, ça vous mettrait dans tous les postes possibles. L'idée de base, c'est de au moins savoir, qu'est-ce qui est écrit, c'est quoi le focus principal du poste et de peut-être s'assurer d'avoir au moins 10 ou 15 ou 20 selon votre situation, des mots-clés, des verbes, d'utiliser les bons logiciels, les secteurs, les méthodologies. Fait que l'idée de base, c'est de pouvoir voir qu'on peut se faire un tableau comme ça par rapport aux différents postes sur lesquels on applique, puis s'assurer de vraiment passer le filtre ATS, puis de rencontrer les personnes. Parce que dans le fond, on a un emploi quand on rencontre les RH et le gestionnaire. Voilà. Fait que c'était la partie la plus compliquée. Le reste, ça va rondement assez. Puis, comme disait tout à l'heure Alexandre, je suis ici le 21. Si vous avez des questions, quoi que ce soit, ça me fait plaisir de vous répondre pendant la foire. Donc, point 2, ajouter une section outils et connaissances informatiques. Donc, ça, vous savez comment faire ça, il n'y a aucun problème.
Ce que je propose ici, c'est juste de le modéliser d'une façon à ce que ça n'a pas l'air d'une liste d'épicerie. Donc, on peut facilement parler de ce qu'on maîtrise puis nos connaissances. C'est-à-dire que si je postule pour un stage qui va être dans 3 mois ou 6 mois, etc., bien, je peux déjà marquer les connaissances de ce que je suis en train d'apprendre maintenant, sachant que dans 3 mois, je vais être vraiment mieux, vraiment meilleure dans ce domaine-là, mais je me sens au moins quand même à l'aise de l'écrire sur mon CV. Donc, on peut aller jouer sur ça. Les employeurs ils aiment bien ça. Ça leur permet de voir, OK, bien, on n'est pas, on sait qu'on ne maîtrise pas tout, mais qu'on se spécialise ou qu'on a des intérêts en particulier. Aussi, on peut parler des techniques d'apprentissage automatique qu'on connaît ou avec lesquelles on travaille. Aussi, on peut parler, quand on est candidat à un cloud, à une plateforme infonuagique, ça nous permet aussi de montrer bien, comment on s'avance dans le domaine. Maintenant, j'ai entendu beaucoup parler comment c'était important de connaître un cloud, les certifications, mais j'entends aussi beaucoup plus parler d'entreprises qui disent, bien, je préférais que l'étudiant se concentre sur les méthodologies utilisées, par exemple MLOps, à la place, puis bien, le nuage qu'on utilise, on prendra la formation là, avec nous, là, selon ce qu'on a, ça va me faire plaisir. Mais la minute que vous connaissez une plateforme infonuagique, les autres sont hyper faciles, fait que c'est à vous de voir si vous êtes curieux par rapport à ça, puis comment vous voulez gérer votre candidature. Aussi, ben, les logiciels en gestion énergétique peut être intéressant pour Antoine, par exemple, comme le personnage qu'on a utilisé. Et aussi, ben, les méthodologies. Il y a plusieurs formations en ligne qui se donnent. Donc, l'idée de base, c'est de voir, on peut marquer toutes les formations en ligne qu'on a. C'est dans cette section-ci. Souvent, la section éducation, elle est juste pour les maîtrises, les doctorats, les baccalauréats. Et ensuite, on peut intégrer nos formations en ligne dans le même ou ailleurs, dépendamment. Voilà. Donc, inclure des réalisations en lien avec les expériences. Fait que ici, vous savez comment écrire un CV, mais l'idée de base, c'est d'être sûr que votre impact est pris en considération, puis que vous êtes dans le mode ROI, qui veut dire Return on Investment, qui veut dire que, bien, voici ce que je peux apporter à votre entreprise, bien, de nouveaux réalisations, de nouveaux chiffres, de nouveaux, avec un peu plus d'informations au niveau pourcentage ou résultats. Donc, je vous donne l'exemple super classique qu'on a. Donc, une personne stagiaire qui travaille, qui a fait un stage chez Hydro-Québec, justement, en sciences des données. Donc, ici, on peut aller chercher, quand on est stagiaire puis que le titre n'est pas très clair, on peut utiliser la barre oblique puis spécifier le titre qu'on aurait si on n'était pas stagiaire pour justement attirer l'œil des recruteurs dans ce contexte-là. Ensuite de ça, les verbes qu'on a partout, comme vous savez déjà, qui sont utilisés pour justement valoriser votre candidature. Donc, je veux bien entrer de données, mais des fois, c'est aller plus loin qu'entrer de données, répondre au téléphone, puis des verbes qu'on n'utiliserait pas dans votre domaine. L'idée, c'est d'aller voir dans le analyser, nettoyer, valider, sélectionner, appliquer, modéliser. Donc, c'est un peu ça que je voulais aller chercher. Ici, c'est vraiment la raison de cette diapo-là, donc la réalisation. Donc, comment écrire la réalisation? Au fait, quand vous écrivez une réalisation, souvent les employeurs ou même le gestionnaire, plus que le recruteur parfois, vont lire cette partie-là en premier. Donc, moi, je fais toujours exprès de la mettre en relief, écrire réalisation en premier pour être sûr qu'elle soit vue et lue. Et dans une réalisation, on peut le faire en KAR, c'est-à-dire K, là, c'est la méthode K, c'est-à-dire contexte, action, résultat, ou une approche AORP qui ferait action, objectif, partenaire, résultat, parce qu'on sait que dans le domaine des sciences de données, on fait toujours quelque chose pour un partenaire ou pour une personne ou une partie prenante. On modélise les algorithmes, on crée des algorithmes, on modélise pour justement répondre à une question d'un gestionnaire. Donc, cette façon-là, ça nous permet de montrer à quel point qu'on connaît ce qu'on fait. Donc, ici, par exemple, on a le résultat. Donc, si vous avez des résultats, écrivez-les. Si vous avez un objectif de résultat, on peut le mettre aussi, afin d'atteindre d'au moins, blablabla. Fait que l'idée de base, c'est même si c'est un projet qui est en processus, l'idée de base, c'est de montrer qu'est-ce que vous voulez apporter vraiment pour l'entreprise. Puis, on peut aussi écrire pour qui qu'on fait le modèle. Parce que la personne qui lit votre CV, c'est peut-être un planificateur en gestion énergétique et lui, bien, s'il se voit dans votre CV, il va voir, OK, bien, la personne, elle sait qu'elle fait quelque chose dans un modèle business et non juste pour faire un beau modèle qui fonctionne très bien, mais qui n'apportera peut-être pas soit une réduction des coûts, ou soit de l'argent, ou soit plus de candidats ou de clients, etc. Tout ça. Fait que c'est un peu ça l'idée derrière. Donc, et automatiquement, sous chaque expérience, sous chaque projet,
toujours inclure l'environnement technologique. Pourquoi? Parce que quand on lit votre CV rapidement, on peut voir, cette personne-là, ça fait 3, 4, 5 projets qu'elle travaille avec Python ou avec R ou avec SQL ou avec la méthodologie MLOps. Bien, ça permet justement de pouvoir plus clairement voir vos compétences. Ça va pour ça? OK. Donc, prochaine section. Donc, les projets. J'ai souvent aidé des étudiants qui n'ont pas d'expérience et qui ont fait beaucoup de projets universitaires et ne savent pas comment les écrire dans leur CV. Bien, faisons en semblant que le projet de stage qu'on a vu tout à l'heure, c'est un projet dans un cours avec un professeur qui avait un jeu de données de Hydro-Québec et qui était capable qui a demandé aux étudiants de faire un mandat et justement de traiter ces données-là pour faire le même exercice que tout à l'heure. Donc, automatiquement, on mettrait ça dans une section projet universitaire en sciences des données parce qu'on veut attirer l'œil vers de quoi on parle. Donc, projet universitaire en sciences des données, ça va permettre à l'employeur de voir de quoi on parle. Est-ce qu'on peut mettre stagiaire en sciences des données? Ben non, parce que justement, c'est dans un cours. Fait que je vais vous montrer comment l'écrire après. Mais ici, étant donné que ce n'est pas un projet que les données sont pas confidentielles, on pourrait le mettre dans notre GitHub. C'est-à-dire qu'on pourrait mettre un projet et on peut marquer pour qui on fait le projet. Donc, automatiquement, l'idée de base, c'est que tous les projets que vous avez qui sont confidentiels, bien, on aimerait ça les voir dans le repositories, puis qu'on ait un lien directement vers le projet pour voir ce que vous êtes capable de faire. Donc, l'objectif des projets universitaires, c'est que les gens puissent cliquer directement puis aller voir vos compétences par rapport à ça. Et, bien évidemment, il faut trouver un autre titre. On ne peut pas marquer stagiaire. Donc, comment on trouve un titre pour ce projet-là? C'est assez simple. Si je vous donne l'idée d'une collision de bateaux en février sur le fleuve Saint-Laurent, donc l'image automatiquement que j'ai, ce n'est pas 2 personnes en bikini, ça serait plus cette image-là. Fait que l'idée, ce que je vais vous amener, c'est que avec 3 mots ou 3 sections, vert, jaune et bleu, bien, on devrait avoir une idée claire du projet que vous avez fait. Donc, automatiquement, on parlerait ici, par exemple, du mandat, modélisation prédictive de la demande d'électricité pour la région de Montréal en afin d'optimiser la planification des futures opérations. Donc, la stratégie d'affaires, qu'est-ce qu'on veut obtenir, puis collaboration avec Hydro-Québec. Ou si vous êtes dit, non, c'est pas collaboration avec Hydro-Québec, je n'ai pas le droit de dire Hydro-Québec parce que le professeur nous a dit que c'était confidentiel, bien, on met en collaboration avec une entreprise en hydroélectricité, Fait que l'idée de base, c'est de pouvoir le mettre dans votre CV en gardant la confidentialité. Et bien, finalement, ça ressemble à ça, à la fin. Voilà. Fait qu'on va passer à la prochaine section, donc le portfolio. Implication, activité de leadership et de portfolio, donc ça serait la section dans votre CV. Et ici, je vous propose de créer un portfolio dans un Git, que ce soit GitHub ou un autre. Ici, on a l'exemple d'une personne dans un GitHub. Il y a un petit problème avec ma diapo. Fait que dans le fond, l'idée de base, c'est de choisir des projets pertinents. Donc, un code de qualité clair et bien organisé, évidemment, si vous êtes plus dans le côté technique, et ou, si vous êtes plus en business intelligence, des visualisations informatives, des designs, des PowerPoint, des tableaux de bord. C'est-à-dire que choisissez des projets qui sont pertinents par rapport à ce que vous voulez faire, ou les deux, si vous êtes ouvert à plusieurs possibilités. Évaluez vos modèles avec des mesures appropriées et justifiez vos choix. Dans le fond, vous pouvez raconter puis expliquer pourquoi vous avez utilisé ce modèle-là, puis est-ce que c'était pertinent, c'est quoi la limite du modèle. Donc, il y a moyen d'entrer ces informations-là dans votre GitHub. Et mentionnez les formations et les lectures pertinentes que vous faites présentement. Donc, ça vous permet, dans le fond, d'avoir une espèce d'annexe à votre CV en faisant ça. Et assurez-vous de produire un guide qui est actualisé et esthétique. C'est-à-dire que si on va sur votre GitHub et il est mal conçu, là, votre candidature est moins intéressante qu'autrement. Donc, on s'assure que si on a 3 bons projets, on met les 3 bons projets, puis les 2 qui sont peut-être moins esthétiques ou actualisés, peut-être pas les mettre. L'idée de base, c'est de voir ça comme un portfolio où est-ce qu'on veut avoir une entrevue. Souvent, les gestionnaires me disent s'il y a un guide, je vais tout de suite voir, puis je vais tout de suite voir la qualité du travail qui est là, et ça va me convaincre d'appeler la personne ou pas. Puis ceux qui n'en ont pas, souvent, ça m'intéresse moins de les rencontrer parce que je me dis qu'ils ne sont pas en train de prouver ou montrer leurs compétences. Est-ce qu'on ferait un site web à part à la place d'un guide? Moi, je vous dirais peut-être que non, parce qu'un guide, ça vous amène dans une communauté. Donc, je pense que pas besoin de faire un site web à part avec vos résultats. Donc, toujours dans la section Repositories, de mettre vos projets.
Et enfin, dans la section implication, activité, le leadership et portfolio, vous pouvez parler de plein de choses, de perfectionnement, parce que vous voulez montrer que vous êtes à jour et à l'affût des nouvelles méthodes de technologie, donc les formations en ligne ou les colloques ou les formations avancées que vous faites. Vous pouvez parler de vos participations dans différentes compétitions et d'ajouter le lien GitHub par rapport à vos performances et tout ça. Et si vous êtes participant dans un comité étudiant, comme Ivado, par exemple, de le montrer, ça vous permet de montrer que vous êtes vraiment là pour vous assurer que vous pouvez partager vos projets, les résultats de recherche, puis de promouvoir l'avancement des sciences de données au Québec, au Canada, etc. Donc, voilà. Donc, je vous laisse sur ça, une petite blague sur le CV. Ça me permet de prendre une gorgée d'eau en même temps. Dans le fond, l'idée de voir, c'est... dans un CV, c'est les mots-clés qui sont importants. Donc, si on ne peut pas mettre SQL, est-ce qu'on pourrait mettre NoSQL? Fait que c'est un peu une blague pour sensibiliser des données seulement à comprendre par rapport à ça. Et voilà, donc je vous souhaite un bon succès dans la rédaction de votre CV.